Allez, on poursuit cette journée marathon. Ravi que vous soyez là sur un sujet qui nous tient à cœur, dont on n'a pas encore parlé, le sport au service de la transition écologique. Et Dieu sait qu'il y a des choses à dire et à exprimer. Donc merci d'être avec vous, parmi nous. Petite introduction, et je laisse la régie faire défiler les premières slides. Vous êtes au courant que le sport a un rôle à jouer sur ces sujets de transition écologique. Nous n'en sommes qu'aux prémices. Qui dans la salle, j'ai quelques petites questions à vous poser, qui dans la salle a déjà lu un résumé du rapport du GIEC par main levée? Ok, c'est déjà pas mal. Qui connaît La les prochaine 9... conférence va débuter. Qui connaît les 9 limites écosystémiques planétaires? Là, c'est plus compliqué. Qui a déjà fait une fresque du climat ou une fresque des nouveaux récits? Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Cette question, quand je l'ai posée au sein du World Football Summit à Séville, devant 230 patrons, 230 présidents de clubs, j'avais à l'époque 2 mains levées, il y a 5 ans. Personne ne connaissait ces sujets. Donc si vous voulez, pour un club, comment intégrer des sujets de transition écologique quand on ne connaît pas ces thématiques, quand on ne sait pas aujourd'hui quels sont les défis qu'il y a à relever? Pas évident pour eux. Pas évident d'intégrer ça aussi dans des modèles économiques. On va pouvoir en parler aujourd'hui avec nos panélistes. Pas évident de former les joueurs, de former les salariés sur ces sujets. Donc nous n'en sommes qu'aux prémices, mais on voit que les choses évoluent. On a de plus en plus de clubs qui intègrent des directions RSE. C'est encore embryonnaire, mais c'est en train d'arriver. On a de plus en plus de clubs aussi qui forment leurs salariés sur ces sujets. Je vous parlais de fresque du climat. On a de plus en plus d'associations, on va pouvoir en discuter, qui forment les clubs sur ces sujets, les nouveaux modèles de circularité, etc. etc. Donc j'ai parmi nous 4 panélistes. Et pas des moindres. 4 panélistes qui sont à la fois issus du bassin méditerranéen et qui à la fois ont un impact aujourd'hui au sein du mouvement sportif. J'aimerais d'abord que vous puissiez applaudir Cécilia Barontini, s'il vous plaît, directrice générale du programme 13e Homme, d'un acteur qui n'est pas très connu au sein du territoire, qui est juste l'Olympique de Marseille. Sûrement aujourd'hui la figure de proue du sport. Merci Cécilia d'être parmi nous. Vous pouvez aussi applaudir Maxime Chussot, expert stratégie RSE, travaillant pour l'UEFA, pour Paris 2024, Kenéo, etc. Un expert du domaine, vous pouvez l'applaudir. Merci Maxime d'être parmi nous. Antoine Mich, alors une association dont vous allez entendre parler, qui prend de plus en plus d'ampleur au sein de l'écosystème du sport. Antoine Mich, fondateur et directeur général de Football Écologie France. Vous pouvez l'applaudir également. Et Cyril Torres, directeur marketing de Becha Aquaman, une entreprise et un acteur local qui est aussi en train de se développer et qui compte aussi au sein du territoire. Bonjour Cyril et merci d'être parmi nous. Je vais commencer par une première question pour toi Cécilia. Cécilia, est-ce que tu peux te représenter rapidement et surtout nous dire et nous redire comment est née ta sensibilité écologique et pourquoi le club olympique de Marseille est en train de travailler sur ces sujets? Alors, bonjour à tous. Moi, mon parcours à l'OM, il a commencé il y a 4 ans. J'étais directrice des ressources humaines et directrice RSE. Et à partir du 1er janvier de cette année, on a créé une organisation qui s'appelle 13e Homme et qui regroupe l'ensemble des thématiques RSE du club. Je suis contente que tu dises, la question soit comment est née ta sensibilité parce que effectivement, je pense que, et c'est une chance, je pense que c'est quelque chose qui doit s'acquérir, et heureusement. Même s'il y a beaucoup de convictions, de construction par des parcours personnels, professionnels, mais aujourd'hui, de manière assez pragmatique, si nous n'incluons pas ces thématiques-là dans nos vies personnelles et professionnelles, il me semble que nous allons passer à côté des enjeux majeurs des années à venir et déjà des années passées. Et aujourd'hui, tu l'as dit, l'OM, évidemment, c'est un club de foot, mais sur le territoire, ça représente bien plus que ça. Et lorsqu'on crée 13e Homme, l'ambition, modeste, mais malgré tout assumée, c'est justement d'assumer pleinement notre responsabilité en tant que club sur ces thématiques-là. Lorsque l'OM prend la parole, ça va au-delà des résultats sportifs, ça a un impact sur la vie
de beaucoup de personnes, de la ville, du territoire et des Marseillais d'ici ou d'ailleurs. Donc c'est ça l'ambition, être à la place à laquelle on doit l'être. Super, merci Cécilia. Antoine, même question. Ton parcours, qu'est-ce qui a motivé tes engagements éco-responsables aujourd'hui? Alors, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur ce qu'on appelle la RSE. Et dans la RSE, il y a la partie environnementale. Mais il y a donc une vingtaine d'années, j'ai fait un constat qui était très simple, c'est que si on voulait une société stable et avoir des loisirs, et notamment du sport, il fallait que d'abord la planète soit vivable. Donc c'est un challenge qui m'a intéressé parce que aussi dans le monde professionnel, on donne parfois beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et donc je pense qu'on a de plus en plus besoin d'avoir aussi du sens. Voilà. Et donc il y a des sujets qui sont porteurs de sens, en tout cas peut-être plus que d'autres. Et sur ce constat-là, j'ai créé différentes structures et autres, et notamment à l'époque, il y avait le Grenelle de l'environnement, donc l'enseignement commençait à se soucier de la question environnementale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2004. Et donc, on avait créé le premier réseau des étudiants pour le développement durable qui faisait que dans les campus, dans les cours ou autres, on commençait à intégrer la question de la transition écologique, qu'on appelait à l'époque le développement durable, hein, pour faire simple. La sémantique a changé depuis, mais en tout cas, il y a quelques années, donc 5 ans à peu près, maintenant 6, la question était, est-ce qu'il y a certains secteurs, certains acteurs qui sont complètement concernés par ces sujets-là et qui peuvent effectivement agir plus et aussi mobiliser plus de monde. Et effectivement, la question du sport est très particulière, hein. C'est très mobilisateur, ça génère beaucoup d'émotions, et donc pourquoi pas mobiliser le secteur du sport sur la question de la transition écologique, puisque finalement on est tous dépendants au quotidien de notre planète, et donc le sport lui aussi est dépendant de ça. Et donc quand on parle de gestion de clubs ou d'actifs ou autres, on a besoin de s'enquérir de ces questions-là. Et donc c'est quels étaient les freins, et en face des freins, on a mis des solutions, et donc on accompagne notamment les clubs de football, enfin, le nom Football Écologie France parle, hein. On les accompagne sur mesure, mais aussi avec pas mal d'outils pour que finalement ça soit simple pour eux de s'engager, même si on sait que c'est un monde un peu complexe. Mais voilà, on leur apporte des outils et des expertises que parfois ils n'ont pas forcément. Donc on se met à leur place, et avec nos experts qui adorent le football et qui sont passionnés de foot, et en même temps qui sont des experts en climat et en environnement, on les accompagne de A à Z. Voilà. Super. Merci Antoine. Même question pour toi Cyril. Cyril, ton engagement, ces notions de durabilité, on en a parlé rapidement ensemble quand on a préparé cette conférence. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je crois que c'est un parcours, comme disait Cécilia, je crois que c'est quelque chose qui s'acquiert. Ça a commencé déjà, moi, la première chose, mes premiers souvenirs, c'est la sensibilité que m'a transmis mon père, qui est toujours un pratiquant de sport outdoor, donc qui est toujours beaucoup dans la nature, à l'extérieur, donc qui a vécu aussi des changements impactés par le réchauffement climatique, donc qui les perçoit. Et puis après, quand j'ai rejoint Beuchat, donc c'est une marque de sport sous-marin, et on a Beuchat et Aquaman, qui sont deux marques qui se placent dans un milieu naturel outdoor, donc c'est-à-dire dans la mer, à la surface ou sous l'eau. Et ces deux marques, forcément, on a un impact climatique qui est visible et qui nous est aussi reporté par à la fois les pratiquants, mais aussi des acteurs. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer notamment des scientifiques quand j'ai rejoint Beuchat, des associations qui ont pu aussi me transmettre beaucoup d'informations, de connaissances là-dessus. Il y en a beaucoup même dans le tissu local, hein. Je pense à l'Institut océanographique Paul Ricard, je pense à Septentrion Environnement, il y a plein d'autres, Écocéan aussi. Voilà, donc il y a beaucoup d'associations qui œuvrent et des scientifiques qui travaillent là-dessus. Et donc ça, on se rend compte que l'impact est extrêmement important sur le milieu marin et sous-marin. Et en tant que marque, Beuchat, évoluant dans cet univers et ayant des pratiquants qui plongent, qui font de l'apnée pour voir aussi ce qui se passe sous l'eau, il est évident que l'on est sensible à ça et qu'on a envie d'agir là-dessus. Merci Cyril. Maxime, toi aussi, ton engagement, je sais qu'on échange depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux nous le partager? Moi, j'ai un parcours plutôt dans le sport business. J'ai fait pas mal de boîtes différentes. J'ai démarré plutôt sur la partie signalétique, branding, look and feel. Bref, tout ça, c'est les mêmes termes pour parler un peu de l'habillage des grands événements et de la visibilité des marques et des sponsors. D'abord chez Keneo pour la Fédé de foot, puis à l'UEFA sur Champions League, Europa League et l'Euro 2016. Et c'est lors de l'Euro 2016 justement où j'ai découvert cet univers, parce que l'événement était certifié ISO 20121, qui est sûrement une norme que pas mal de gens dans la salle connaissent.
Et il fallait un champion du développement durable dans chaque département. Ça intéressait personne à l'UFA, donc j'ai levé la main. Et on m'a dit, c'est cool Maxime, par contre tu as 0 € de budget. Et il faut faire mieux qu'en Ukraine à l'Euro 2012 où on a laissé 35 tonnes de déchets à Donetsk. Et Donetsk, c'est le seul endroit où on a mesuré. Et donc à partir de là, beaucoup de travail avec beaucoup d'acteurs du territoire, des ONG, des assos, pour réfléchir à des solutions de réemploi sur des produits absolument merdiques qui venaient de Thaïlande et que je n'avais pas choisi initialement. Et avec 0 de budget et pas mal d'investissements de beaucoup d'acteurs, on a réussi à réemployer à peu près 25 tonnes de matière qu'on a sauvé de l'incinération. Et donc à partir de là, j'ai voulu faire que ça de ma vie. Et donc j'ai appris à vadrouiller sur Roland Garros 2017, puis les JO d'hiver 2018 avec Eurosport et les activations médias. Et mon dernier taf salarié, c'était chez Danone pour la Danone Nations Cup, qui est une coupe du monde d'enfants de moins de 12 ans, qui se déroule dans 27 pays, où j'ai vu aussi beaucoup d'actions RSE. Et puis le Covid est arrivé, et donc l'opportunité pour moi de me lancer en freelance et de ne faire que ça de ma vie. Et donc depuis, j'ai eu la chance de faire plein de missions hyper chouettes sur à peu près tous les aspects de la RSE, de progresser sur la partie carbone avec une mission pour le ministère des Sports qui a travaillé il y a 2 ans sur le futur des événements sportifs bas carbone, zéro déchet, avec des marques comme Intermarché ou Aldi sur la féminisation dans le sport et dans l'e-sport, avec la mairie de Paris sur l'accessibilité des sites olympiques pour les personnes en situation de handicap. Bref, j'ai eu la chance aussi de travailler sur un master de basket 3-3 qui a lieu d'ailleurs, dont la 3e édition a lieu à Marseille dans quelques jours et que je vous invite à aller voir, c'est un très chouette événement. Et puis plus récemment pour les JO de la voile à Marseille qu'on avait gagné avec Hopscotch, où je coordonnais la partie RSE, où il y avait 5 grands piliers, l'empreinte carbone, la gestion des déchets, la préservation de la biodiversité, l'inclusion et le handicap. Donc voilà, aujourd'hui c'est très heureux que je suis d'être ici pour parler un petit peu de ces quelques expériences et de pouvoir un peu partager et évoquer les synergies avec l'ensemble de cet écosystème marseillais. Merci Maxime. Je reviens à toi Cécilia. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu la genèse du programme 13e Homme, comment est né ce programme? Et puis on a une vidéo à vous diffuser, une vidéo à peu près de 3 minutes. Vous allez voir aussi les différentes actions menées par le programme. Et je te laisse peut-être contextualiser et nous redonner un petit peu la genèse. Tu peux passer cette slide. La genèse, donc 13e Homme, c'est une organisation. Ça a commencé en juin en étant un programme, effectivement, en juin dernier. Puis finalement, si on veut avoir de l'impact, si on veut développer, si on veut peser, il faut avoir des gouvernances dédiées. Et 13e Homme est passé d'un programme qui était intégré à des directions opérationnelles au sein du club à une organisation qui comporte aujourd'hui, on va dire aujourd'hui et demain, puisqu'il y a certaines qui sont en cours, mais 4 entités juridiques. Ça, c'est ma boîte à outils. Ça ne sert à rien de le détailler. Simplement, 13e Homme va porter l'ensemble des thématiques sociales et sociétales du club. 3 axes majeurs. L'éducation, partant du principe qu'effectivement l'OM est aussi un club formateur et que les enfants, dès leur naissance, en tout cas sur le territoire, vont être aspirés par les couleurs bleu et blanc. On est là, on sera aux côtés du parcours de chaque enfant tout au long de la vie, du premier âge jusqu'à l'insertion professionnelle, puisque dans nos programmes éducation, on couvre l'ensemble de ces étapes-là avec différents partenaires. La cohésion sociale, qui est notre 2e axe. Idem, notre stade est sans doute le principal vecteur de cohésion sociale du territoire. Les pessimistes disent le dernier. Donc on va essayer de préserver ça. Et puis le 3e axe, qui est un axe très fort, c'est la pratique sportive, la promotion de la pratique sportive, promotion du foot, aussi évidemment pour toutes et tous, avec différentes actions menées. On a en transverse de tout ça nos légendes qui nous permettent, qui sont intégrées sur chacune de nos actions et qui nous permettent de continuer cette transmission intergénérationnelle, de donner de l'impact, de la visibilité. Et puis les thématiques environnementales, puisqu'effectivement, on est toujours le seul club certifié ISO 20121 en France. On a brillamment passé la certification à peine la semaine dernière et Lucie, qui est dans la salle, qui fait un travail remarquable, a accompagné l'auditeur pendant 4 jours, qui nous a vraiment épluché chaque processus de notre management responsable, avec 21 points forts et 10 de progrès et 0 non-conformité. Donc ça, c'est une prouesse.
Et tout ça, effectivement, c'est important de le rappeler parce que bien sûr l'OM est un club visible, bien sûr qu'il y a énormément de communication. La communication, ça vient après. La communication, c'est pas notre sujet. Je suis pas une communicante, Lucie, c'est pas une communicante. On fait un travail de fond, on fait un travail du quotidien. On œuvre pour le territoire, pour les actions dans les axes que j'ai évoqués. Et dans chaque action, on apporte cette touche d'écologie, d'environnement, de préoccupation responsable dans tous les domaines. Ça, c'est notre plus grande fierté et c'est un travail du quotidien sans relâche. C'est un travail de conviction, mais il faut aussi embarquer, vous l'avez dit, c'est une acculturation peut-être. En tout cas, on essaye de démontrer à tous les acteurs, en tout cas opérationnels déjà en interne au club, le gain qu'ils ont à faire ce virage avec nous. On n'y arrivera pas seul. C'est aussi, lorsqu'on s'adresse aux joueurs, que ce soit au centre de formation, que ce soit à l'équipe de professionnels, que ce soit à toutes nos équipes, on leur dit que c'est une étape incontournable dans une carrière complète aujourd'hui. Celui qui veut devenir footballeur professionnel, celle qui veut devenir footballeuse professionnelle, si elle n'appréhende pas ces thématiques sociales et sociétales, elle ne portera pas l'ensemble des compétences nécessaires à sa carrière. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important à mentionner. Donc voilà, c'est beaucoup de temps passé, mais c'est aussi une nécessité. C'est simplement une nécessité aujourd'hui. Lorsque les partenaires s'embarquent avec nous, ils s'embarquent parce que ils ont confiance dans nos systèmes de management, ils ont confiance dans les actions qu'on mène. Ils nous estiment crédibles pour porter ces thématiques-là. C'est le plus important pour nous. Et derrière, à nous de faire ce qu'il faut et d'assumer encore pleinement notre rôle. On sait que quand on va s'adresser à des petits en primaire, au collège, etc., peut-être que malheureusement, entre guillemets, mais ils nous écouteront plus, nous, parce qu'on est l'OM, plutôt que le professeur qui s'évertue à éduquer toute la journée. L'idée, c'est pas d'être les uns contre les autres, c'est d'être avec et nous de donner la visibilité et de l'impact aux actions déjà brillantes qui sont faites sur le territoire. Le film que vous allez voir, c'est effectivement un film qui dure 3 minutes, qui a été diffusé et projeté la semaine dernière à l'occasion du gala de la Fondation 13e Homme qu'on a mené, qui a servi à récolter des fonds pour continuer à promouvoir nos actions. Voilà. Et puis il y a une action majeure quand même qui est importante à souligner, c'est l'un des projets qui s'appelle le projet très sélectif. On est en plein cœur dans la transition écologique. Le projet très sélectif, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement la mise en place du tri sélectif au stade. C'est 18 mois de projet. C'est 2 tribunes aujourd'hui qui ont des gobelets réutilisables, c'est des déchets qui sont valorisés à 50% pour l'instant, et un déploiement qui se poursuit l'année prochaine sur l'ensemble du stade, avec des 8 ou 9 parties prenantes, des acteurs publics. On arrive à aligner tout le monde, simplement, je raconte souvent ça, mais le stade est à la ville, la région nous accompagne sur ce projet-là, les parvis sont à la métro, mais tout le monde s'est aligné pour aller dans le sens de l'éducation environnementale et que ce geste de tri, avec évidemment une campagne sur du gaming ou du nudge, comme on dit aussi, mais avec tous ces artifices-là pour embarquer tout le monde, c'est une réussite, on va continuer, mais ça fait partie des actions majeures qui rentrent dans tous nos piliers, de l'éducation, de la cohésion sociale, pour l'environnement et pour notre territoire. Super, merci Cécilia. On regarde rapidement le film et ensuite je donne la parole aux autres panélistes. Allez-y. À quel âge êtes-vous entré en centre de formation ? C'est une très bonne question parce que je m'en souviens plus. Avez-vous déjà marqué un but ? Non, franchement, j'ai pas difficile, non. Surtout travailler très bien à l'école, c'est super important. Et ouais. Moi aussi j'ai beaucoup. Toi, t'as déjà eu dans ton sac à dos, non ? Voilà, faut bien ranger, hein.
on est spécialisé dans l'accompagnement des femmes et de leurs enfants qui sont victimes de violences conjugales ou sexuelles. Recréer des réseaux de soutien autour des personnes sans abri et en grande précarité. Lutter contre l'exclusion et contribuer à l'égalité des chances par l'éducation au langage, au savoir-être et à la citoyenneté. Valoriser l'engagement de la jeunesse et la sensibiliser. Et on utilise comme outil de travail la culture et la musique pour fédérer. Très fier de pouvoir participer à un projet comme ça avec l'OM Fondation, de représenter les couleurs de l'OM à travers les quartiers les moins visibles de Marseille. Je me suis arrêté 1 an. Ton pote de galère. Ça va? Ouais, c'est vous les cadeaux. JIP l'OM, c'est un bon club. Allez l'OM. On a visité les endroits de la craponnerie. C'est la première fois que je te vois, toi. Ah ça ouais, va? ça va bien? Mon père. Ce terrain est votre lieu de vie et aujourd'hui, il est à vous. Ce stade est unique au pied du rocher de Notre-Dame de la Garde. C'est le deuxième terrain dans lequel on travaille tous ensemble dans l'intérieur de notre projet Capitale au foot. On est fiers de tous les Marseillais. Allez-y, au bord. Pour ces enfants, je pense que c'est une expérience unique. Ils sont partis avec plein d'étoiles dans les yeux. Ils ont pu découvrir le gouvernail, comment hisser une voile. Donc c'est des beaux souvenirs pour eux. Je suis très fier de vous accueillir aujourd'hui ici à la commanderie. Croyez en vos rêves parce que c'est possible pour tout le monde. J'étais à votre place il y a très longtemps. N'oublie pas que le football, ça reste avant tout un jeu. C'est grand amour, hein? Bravo, je pense qu'on peut applaudir les actions du club. Bravo. Un club de foot, c'est aussi ça. Merci Cécilia. Antoine, je te donne la parole. Je crois que tu as été récemment choisi par la FFF pour justement sensibiliser et éduquer les acteurs du mouvement footballistique sur ces sujets. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous rappeler aussi les sujets que tu mènes avec Football Écologie France? Oui, alors Football Écologie France, c'est, comme je disais, une communauté de passionnés de football et de transition écologique en même temps. Et donc, on accompagne les clubs amateurs, professionnels. Aujourd'hui, en France, c'est 13 000 clubs. Et effectivement, la FFF gère les clubs amateurs et la Ligue de football professionnel, les clubs professionnels. Donc, voilà, on le voit à l'écran. On est un petit peu partout en France, puisque notre promesse, c'est d'être en proximité et d'accompagner de façon sur mesure. Football Écologie France, finalement, c'est comment on arrive à faciliter la transformation d'un acteur parce que finalement les enjeux de société sont là pour challenger cet acteur et que la transformation n'est jamais simple. Voilà. Donc Football Écologie France, c'est un peu comme ce qu'on a vu ici, c'est une façon d'aider la société à avancer. Et d'ailleurs, je pense que le plus intéressant, ça va être la diapo du juste après, puisque ça c'est la théorie, mais concrètement, on est sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, quand on veut transformer les choses, il faut du concret. Il faut incarner les choses, on peut parler, on peut dire beaucoup de beaux discours, de la théorie, etc. Mais il faut être sur le terrain et il faut faire. Et donc, Football Écologie France, c'est avec des centaines et des centaines de bénévoles, quelques salariés et beaucoup de partenaires. Quelques-uns sont dans la salle ici et apportent des solutions techniques aux acteurs du sport, techniques au sens technique et écologique. Et on fait des ateliers d'intelligence collective, on fait des projets avec des groupes de jeunes, on fait des choses très concrètes comme des plantations d'arbres, des constructions de parkings à vélo dans les clubs,
Bien sûr, il y a aussi des ramassages de déchets ou des réflexions sur comment on va avoir du zéro déchet dans la buvette du club. On adresse en fait toutes les thématiques de la transition écologique, énergie, alimentation, déchets, transport, etc. Parce que même si on sait que l'impact, notamment en termes d'émissions de CO2, c'est la question des transports, et pour beaucoup la question des transports de supporters, mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a aussi ce qui est une réalité, quand on est sur un terrain de foot et qu'autour du terrain de foot, on a un amas de déchets, ou qu'à côté du stade, on n'a pas forcément un arrêt de bus ou un parking à vélo pour que les gens viennent de façon moins carbonée. Voilà, on est aussi sur des sujets très concrets comme cela. On a aussi maintenant de plus en plus une façon de proposer à des clubs de s'engager à travers des matchs pour l'environnement. Voilà, donc on leur dit, vous allez au moins une fois par an thématiser un match. On va construire beaucoup de choses en amont, pendant et après le match, pour que finalement toutes vos parties prenantes du club s'engagent. Parce qu'un club de football, c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'il y a une communauté qui est très large autour. Vous avez bien sûr les sponsors, la mairie, etc., qui possèdent le stade, mais il y a aussi, et pas que les membres internes du club, mais aussi tous les supporters, tous les parents de jeunes joueurs, les riverains d'un stade. Donc finalement, c'est comment on embarque au moins une fois par an et après de façon plus régulière sur des actions concrètes ces acteurs-là. Et la FFF, effectivement, a fait un appel à projet il y a maintenant 5 mois. La FFF s'est beaucoup réorganisée sur le sujet de la RSE et notamment aussi la partie environnementale de la RSE. Et donc, ils ont retenu quelques acteurs, dont nous, et on va être encore plus fréquemment à intervenir sur les événements de la Fédération française de football pour que tout un chacun, et notamment les supporters, mais au sens large, supporters, supportrices, se disent « je sais comment passer d'un état de supporter-supportrice à un état de éco-supporter, éco-supportrice ». Voilà. Pour ceux qui sont très curieux, on a un stand au fond là-bas, après la conférence, vous verrez. Il y a un stand avec quelques jeux, parce qu'on aime beaucoup l'aspect ludique. Et de toute façon, l'intelligence collective, c'est souvent quelque chose de ludique. Et donc, on propose un stand notamment, que là, vous voyez sur l'écran. On interviendra souvent dans les événements de la FFF. On le fait déjà dans de nombreux clubs. Mais voilà un petit peu comment ça s'incarne. Et aujourd'hui, on va prochainement communiquer sur ce qu'on appelle notre rapport d'impact, parce que vous n'êtes pas sans savoir, mais voilà, une organisation qui fait quelque chose, elle doit aussi prouver que ce qu'elle fait, ça fonctionne, que c'est efficace, et qu'on ne le fait pas juste pour nous se faire plaisir. Nous, ça nous passionne, mais encore faut-il que ça soit efficace et intéressant pour tout le monde. Et donc, on communiquera prochainement sur notre rapport d'impact, sur comment on arrive à accompagner les clubs, les populations, les collectivités aussi, qui ont des sujets sur ça, politique du stade, politique publique, voilà. Sur comment on arrive à être efficace, comment on arrive à aider ces acteurs à se transformer et à progresser sur la question des émissions de CO2 ou autres thématiques environnementales. Voilà. Merci Antoine. Cyril, quand on a préparé cette conférence, tu m'évoquais un ensemble de sujets éco-responsables et durables que vous meniez avec Becha/Aquaman. Tu me parlais de matériaux recyclés, de partenariats avec des associations locales. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus en détail de tes différentes actions ? Bien sûr. Alors, Becha et Aquaman, nous sommes une société qui vend des produits. Donc, nous, un des premiers axes sur lesquels on travaille, c'est la manière dont on conçoit les produits. Et donc, c'est vraiment sur la conception que cela débute. Au niveau de la conception, ça débute par imaginer des produits qui vont intégrer des matériaux plus écologiques. Alors, avec les contraintes qui sont les nôtres, parce qu'on est dans un univers qui est assez contraignant, à la fois parce qu'on est soumis à une pression lorsqu'on descend en profondeur, donc qui va écraser, qui va détériorer certains matériaux, donc il faut être bon dans la sélection de ces matériaux. Après, on est aussi dans un univers salin, donc avec une agression du sel qui est très forte, et aussi des UV. Donc tous ces éléments sont à prendre en compte, mais dès la conception, on essaie d'intégrer des matériaux plus écologiques. Par exemple, aujourd'hui, nous, on est très fort dans les combinaisons. Donc toutes les combinaisons dans les sports, que ce soit Aquaman, Becha, on est leader en France sur les combinaisons. Et le premier point sur lequel on travaille, c'est d'avoir du néoprène qui soit à base de calcaire. On n'a plus de néoprène à base de dérivés pétrochimiques ou de pétrole. On a du néoprène qui est uniquement à base de calcaire. Ça, c'est un premier point. Après, on a aussi des matériaux recyclés, du polyester recyclé. On utilise du plastique recyclé. Alors voilà, ça va petit à petit, on avance pas après pas. On va dire que c'est quelque chose qui se fait au fil du temps, au moment où on développe de nouveaux produits, mais c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est aussi d'éliminer les déchets lorsqu'on produit. Donc, par exemple, nous, on a une patronnière à Marseille. On est installé à Marseille. On a une patronnière qui fait l'ensemble des patronnages de nos vêtements. Mais on travaille aussi sur les plaques de coupe, c'est-à-dire la manière dont les plaques de néoprène vont être découpées, de manière à réduire les chutes de néoprène. Enfin, on travaille également sur
tout ce qui va être durabilité. Ça, c'est un axe auquel je crois énormément, la durabilité des produits. C'est-à-dire qu'un produit qui va être écologique, c'est aussi un produit qui va durer longtemps et dont on ne va pas se séparer rapidement. Donc la durabilité, ça passe par des tests, ça passe par des essais, ça passe par bien sûr des retours consommateurs, mais aussi des retours par nos ambassadeurs, nos testeurs. Et puis, dans la durabilité, il y a le versant qui est la réparabilité. Donc ça aussi, c'est un point que l'on prend en compte. Après, sur les packaging, on travaille aussi sur des packaging en plastique réutilisable ou sans plastique. Ça, c'est un point important parce qu'on sait, nous, on regarde beaucoup la mer, hein, c'est plutôt l'univers que l'on regarde. Et en mer, on sait qu'énormément de déchets finissent à la mer et que dans ces déchets qui finissent à la mer, on entend beaucoup parler du vortex de déchets ou de l'océan de plastique, mais c'est un point faible par rapport à ce qu'il y a dans la mer, puisqu'on estime qu'il y a à peu près 1% des déchets qui flottent à la surface, 5% qui s'échouent sur nos plages, et 94% par contre qui vont tomber sur le plancher océanique. Donc la plupart des déchets en plastique, en tout cas en mer, ne se voient pas. Donc c'est vraiment un axe sur lequel on travaille. Et enfin, François l'a dit, effectivement, on s'entoure de partenaires parce que, à l'inverse de mes voisins, on n'est pas spécialisé dans ce domaine-là. Donc on s'entoure de partenaires et on travaille sur plusieurs axes. Alors à la fois des gens qui travaillent vraiment sur l'action pour la protection ou la préservation marine, mais aussi un axe sur lequel je crois également beaucoup, c'est l'axe de sensibilisation. Puisqu'on se rend compte que si les gens protègent un univers, c'est parce qu'ils le connaissent et parce qu'ils l'aiment. Donc le premier point, c'est de faire connaître cet univers-là et de manière à ce qu'il soit aimé. Et donc on fait découvrir aussi le milieu marin, parce que même à Marseille, beaucoup de gens n'ont jamais mis la tête sous l'eau et donc ne savent pas forcément qu'est-ce qu'il y a sous l'eau. Donc c'est un premier axe sur lequel on travaille au-delà de Marseille et de ses frontières, avec la Fédération française, par exemple, de sport sous-marin, à travers Randostube, à travers des associations comme les Pêcheurs du Cœur, comme le Grand Bleu à Marseille aussi, que vous connaissez peut-être, et aussi à l'international avec WWF en Italie, on sensibilise les plus jeunes, notamment les enfants, à mettre la tête sous l'eau, à les accompagner. Et les enfants, après, vont revenir avec plein d'images dans la tête, ils vont en parler à leurs parents, enfin voilà, ça fait aussi un essaimage qui est très important. Donc ça, c'est aussi un point qui est important pour nous. Super, merci beaucoup Cyril. Maxime, toi tu as travaillé aussi sur des sujets de réemploi, je crois, avec l'UEFA, la dernière Coupe du Monde du rugby également, avec des organisations comme Synchronicity. Tu m'évoquais aussi le fait qu'aujourd'hui, on a quand même des grosses problématiques de recyclage. Il y a certaines grandes organisations sportives qui n'ont même pas prévu de recycler leur matériel ou leur signalétique. Comment ça se fait que c'est encore le cas aujourd'hui ? Et quel a été ton rôle ? Malheureusement, c'est pas moi qu'il faut poser la question. Mais effectivement, quand j'ai quitté la RSE de la Voile à Marseille, c'était pour prendre un job sur la Coupe du Monde de rugby, parce qu'on a appelé 2 pompiers pour s'occuper de tout l'habillage des 10 stades et des terrains d'entraînement, etc. Donc je faisais partie. Et si je l'ai pris, c'est aussi parce que je savais que pas grand-chose ne serait prévu pour que ce soit prévu aussi tard de faire venir quelqu'un sur ce projet. Et donc, pas manqué, on prend la marée, mais vraiment x1000 jusqu'à 10 jours après le début de la compète, notamment à Marseille, parce qu'à Marseille, on avait la chance d'avoir 4 alternances avec 2 matchs de l'OM, un match d'Europa League et la messe du Pape. Donc 4 fois, il faut démonter le stade et 4 fois le rendre. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que ça représente, mais ça n'arrive jamais dans aucun événement, ce truc-là. Et donc, je vais voir le service RSE de la Coupe du Monde de rugby et je leur demande, coucou, on commence à préparer le démontage, qu'est-ce qui est prévu ? Combien il y a de bennes, sachant que la réglementation aujourd'hui c'est à peu près 5 flux normalement de déchets, et on me dit rien n'est prévu, une benne. Et donc évidemment hors de question de mon côté que ça se passe comme ça, donc je fais mon truc dans mon coin, je vais d'abord voir mon prestataire en lui disant qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus, c'était GL Events. Ils me disent Maxime, on a 48 heures pour démonter les stades, autant te dire que nous, on va rien faire, c'est impossible. Oui, parce qu'aux 48 heures plus tard, il fallait rendre les clés à l'OM pour des matchs suivants. Et donc je vais voir le big boss on fait souvent appel aux mêmes personnes dans ces cas-là, à savoir sur les grands événements, les bénévoles. Et donc je vais voir le big boss des bénévoles et je lui dis coucou, j'ai besoin de 10 à 20 personnes par stade, J+1, J+2 du dernier match, pour une mission horrible, mais tu leur dis qu'ils vont participer à une cause qui est un peu plus grand qu'eux, à savoir retirer des petits scotch, des panneaux et faire du tri monomatière pour trier les textiles, les panneaux, les tissus, les bâches PVC, etc. Puis je vais voir le boss logistique, parce que j'ai besoin d'avoir des palettes Europe. Donc je lui dis j'ai besoin de 15 à 20 palettes Europe sur chacun de mes stades. Ça, par chance, sur un gros événement, les palettes, c'est pas ce qui manque dans les stades.
Puis le boss du juridique, parce qu'évidemment il faut traiter cette partie réemploi. On a plein d'IP, plein de choses protégées, et donc il faut évidemment faire attention avec le réemploi de l'image des sponsors. Et puis je vais voir mon boss et je lui dis voilà, ça coûte 40 000 balles, plus j'ai géré 10 camions sur chacun de mes sites, et grâce à ça, on peut récupérer à peu près 35 tonnes de matière qu'on va sauver de l'incinération. Et évidemment, présenté comme ça, c'est difficile à refuser quand on sait que le budget global du signage, c'est 10 millions d'euros. Donc tout ça pour dire que, même quand on s'y prend last minute, comme l'Euro 2016, ou comme là ici sur la Coupe du Monde de rugby, on peut faire des trucs. Et ce que je voudrais dire surtout, c'est que quand on anticipe un peu, on peut faire des trucs vraiment chouettes. Et donc avec effectivement Synchronicity, j'ai eu la chance de participer à l'appel d'offres pour la RSE des JO de la voile. Et ce qu'on a monté sur la partie gestion des déchets, c'est le truc le plus chiadé et le meilleur truc que j'ai jamais vu sur tous les événements sportifs. On crée, en fait, on va ramasser tous les déchets avec de la cyclo-logistique, donc des vélos cargo que vous avez peut-être déjà vu dans la ville, qui récupèrent jusqu'à 500 kg de matières premières. Et ensuite, on crée carrément une déchetterie sur place au parc Chano, où là, on amène l'ensemble des produits jour par jour, et on est capable de peser et de mesurer, parce que ça, vous l'aurez tous compris en RSE comme ailleurs, la mesure est un élément absolument crucial pour pouvoir ensuite en parler et expliquer comment on fait. Et donc on mesure jour par jour et on compacte tout sur place. Et ensuite on a des camions électriques qui viennent non plus chercher le verre, le carton, le papier, mais on a un camion qui peut venir récupérer plusieurs différents types de matériaux pour les emmener dans les exutoires. Donc à la fois sur la mesure, la traçabilité, le nombre de flux qu'on gère, parce qu'on gère jusqu'à 11 flux de déchets lors de cet événement, et sur la partie logistique décarbonée, c'est le truc le plus chiadé que j'ai jamais vu. Donc en anticipant, on peut y arriver. Et j'ai pas fait très très bien mes devoirs parce que j'ai pas envoyé beaucoup de photos, je suis désolé, mais je crois que j'ai la chance d'avoir Lina dans la pièce. Lina, est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Donc je vous ai dit qu'on avait récupéré à peu près 35 tonnes de matières premières. J'ai travaillé avec un peu des gens évidemment qui récupéraient ces produits et avec aussi un petit écosystème marseillais, notamment une entreprise qui s'appelle Tomo qui travaille très bien. Et donc voici ce qu'on peut faire avec des produits de la Coupe du Monde de rugby et surtout la veste qui est un matériau horrible. Bravo, bravo. Qui est un matériau horrible à la base, c'est de l'habillage de barrière haute, c'est du fence dressing. Bravo, bravo. Et donc voilà, donc en anticipant, on peut réussir à faire des trucs assez chouettes. Merci beaucoup Lina pour ça. C'est adorable, merci beaucoup. Et on a même des cadeaux parfois en plus. Super, merci beaucoup Maxime pour ton témoignage. Effectivement, il y a encore beaucoup de travail. Je redonne la parole à Cécilia sur maintenant un chapitre plutôt lié aux enjeux économiques. Cécilia, on a vu arriver des nouveaux partenaires aussi à l'OM, je pense à Suez, Soleil, Dualsun. Est-ce que être écologique, ça génère des opportunités économiques positives? Et en termes de business, est-ce que tu as des retombées qui sont intéressantes? Oui, et c'est une évidence. Après, effectivement, chacun va prendre le bout qui l'intéresse lorsque ça concerne l'écologie. Nous, on prend tout l'ensemble. Nos équipes commerciales, peut-être vont prendre la partie économique, peu importe, que chacun s'y retrouve. Ce que vient de dire Maxime, c'est très important. On ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière un événement, de tous les flux, de toute l'organisation que ça comporte. On a d'énormes enjeux au sein du club. On va finaliser le projet très sélectif parce qu'effectivement tous les déchets qu'on collecte et qu'on valorise, ils ne se retrouvent pas dans la mer aussi. C'était ça l'ambition. On va entamer notre bilan carbone. C'est une des composantes nécessaires, indispensables, incontournables, parce qu'on a beaucoup parlé de la mesure là, mais la mesure est indispensable. On doit, peut-être plus qu'ailleurs, mais démontrer, compter, prouver, argumenter. Ça, c'est pas grave si ça doit passer par là. Donc, on arrive à trouver des partenaires, effectivement, qu'on n'aurait pas eu peut-être auparavant, qui souhaitent nous accompagner sur ces démarches-là. On maîtrise aussi nos fluides. Effectivement, on a installé, ça nous semblait quand même être une aberration que dans une région aussi ensoleillée, on n'ait pas de panneaux solaires pour alimenter la commanderie. C'est chose faite. On veille à tout ce qui est gaspillage alimentaire sur nos différents sites, que ce soit campus, commanderie, stade, soir de match, mais aussi en déplacement. On a toute une chaîne de récolte des denrées qui ne sont pas utilisées par nos joueurs lorsqu'on est en déplacement. Donc là, c'est des partenariats qu'on établit avec les établissements qui nous accueillent, les établissements hôteliers. Enfin, on ne s'imagine pas derrière tout ce qu'il y a en fait. Et évidemment, gaspillage alimentaire, eau, électricité,
Comme je disais tout à l'heure, on sait qu'on peut porter beaucoup de causes, on sait qu'on a de l'impact. C'est très important pour nous d'être crédibles. C'est pour ça qu'on va s'accompagner des partenaires de qui c'est le métier, qui vont arriver à s'adapter aussi. Et nous, on s'adapte tous les jours aux enjeux de l'industrie du foot. Mais la notion d'exemplarité, elle est tellement importante qu'on essaye de faire le maximum qu'on peut. On aurait aimé faire notre premier déplacement en train l'année dernière, vous voyez, on n'a pas réussi puisque c'était Lyon et que Lyon, dans le contexte de l'année dernière, on n'a pas tenté le guet-apens, mais c'est l'un de nos projets pour l'année qui arrive, pour la saison prochaine. Ça va passer par là. Je reviens sur un point aussi, c'est que l'incarnation fait beaucoup. Aujourd'hui, très souvent, malheureusement, on en revient à une question de personne. Et si aujourd'hui, à la tête du club, on n'avait pas un président qui était engagé sur ces questions-là, notre quotidien serait aussi beaucoup plus important, beaucoup plus dur. Mais effectivement, je pense qu'on arrive à porter des causes dans des organisations parce que ces thématiques sont incarnées. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier aussi. Super, merci Cécilia. Antoine, c'est quoi pour toi les principaux freins aujourd'hui d'intégration d'une politique environnementale? Et deuxième question en même temps, c'est quoi ta vision idéale, ta vision 2030esque, qu'on va dire, d'un club éco-responsable? Alors, ça a été dit juste avant, la question du sujet dans la gouvernance d'un club ou d'une organisation en général. On peut élargir à la question d'entreprise. Est-ce que dans la gouvernance d'une entreprise, le sujet est débattu? Est-ce qu'il est bien connu aussi, tout simplement? On ne peut pas très bien parler d'un sujet quand on ne le connaît pas à minima. Donc la question, effectivement, c'est est-ce que les personnes qui sont dans la gouvernance connaissent le sujet et ont déjà une idée de qu'est-ce que ça veut dire pour finalement l'activité de l'entreprise, et là en l'occurrence football club ou sport en général, le club de sport. Donc c'est effectivement la question de la connaissance, apporter des connaissances de façon simple, si possible ludique, parce qu'il faut qu'on soit sur des sujets aussi qui sont motivants, mobilisants. Voilà, on a beaucoup plus d'énergie et de résultats en général quand on est motivé que quand c'est sous la contrainte. Donc l'idée c'est de montrer qu'effectivement c'est une opportunité dans tous les sens du terme. Et au-delà de ça, après, c'est la question des outils et comme c'était dit aussi, de l'incarnation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir des outils pour progresser, pour mesurer, etc. Donc on ne peut pas dire on fait au doigt mouillé, quoi. Voilà, on attend des résultats, il faut montrer que chaque année, on progresse. Donc il y a la question des outils, que ce soit des outils de sensibilisation, des outils de mesure par rapport aux émissions de CO2 ou autres. Donc connaissance, outils, et puis effectivement... faire des événements qui incarnent la chose, voilà, et qui sont plutôt des événements qui justement vont réduire l'impact environnemental, même si on sait que la question sociale elle est très liée aussi à l'impact environnemental. On dit souvent justice sociale et effectivement enjeux environnementaux. Donc voilà, on est sur ces sujets-là, et quand on trouve en face, quand on met en place des solutions assez simples pour les acteurs, normalement après c'est une question éventuellement d'organisation, parce que la gouvernance doit dire il y a quand même des personnes officiellement qui travaillent dessus, il y a un budget, il y a une feuille de route, voilà. Donc, mais il faut que ça apparaisse dans la stratégie. Ça, c'est important. Si ce n'est pas dans la stratégie, c'est comme quand on n'a pas de mesure, ça n'existe pas. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que les clubs, alors c'est un peu moins dans le cas dans les clubs amateurs, c'est un peu plus dans le cas des clubs de football professionnel. Il y a la question de la gestion d'un actif. Voilà, il y a une image, etc. Donc c'est comment on concilie un petit peu tout ça. Et c'est vrai que les univers football amateur et football professionnel sont assez différents les uns des autres. Il y a énormément de liens au quotidien, mais effectivement ça fonctionne différemment. Et en tout cas à Football Écologie France, on essaie de proposer des choses qui s'adaptent à ces deux univers-là, tout en les reliant aussi, puisqu'on a créé beaucoup de projets où on lie en fait un club professionnel et ses clubs amateurs sur la question de la transition écologique. Voilà. Le Stade Brestois, qui effectivement a des résultats intéressants, on travaille avec eux depuis un an sur leur stratégie RSE, et on travaille avec eux sur comment ils vont embarquer tout leur territoire sur ce sujet-là, à travers des choses très simples, des ateliers, des actions concrètes, etc. Voilà. Donc c'est aussi comment on réunit tous les acteurs autour de la table, y compris la collectivité et d'autres parties prenantes que je citais tout à l'heure, pour que ça soit un sujet motivant et qu'on ait très vite des résultats. C'est ça aussi qui est important. On sait que l'enjeu est de moyen long terme, mais quand on a des résultats très concrets, très vite, ça fait plaisir et ça donne envie de continuer. Merci Antoine. Cyril, toi tu es le directeur marketing d'une entreprise. Donc l'entreprise, c'est peut-être générer des profits, c'est croître, c'est se développer. Comment tu concilies conscience environnementale, presque même on parle de décroissance aujourd'hui, avec la génération de profit d'une entreprise qui doit se développer? Comment tu gères presque ce paradoxe aujourd'hui?
Alors, c'est peut-être pas un paradoxe, mais effectivement, il faut le concilier. C'est parfois difficile. J'ai par exemple le souvenir on sait aujourd'hui, on avait fait déjà il y a quelques années des tests pour faire des combinaisons de plongée qui étaient entièrement en matériaux naturels et recyclés. Donc on avait un mix entre matériaux naturels et recyclés. Malheureusement, le niveau de prix auquel on arrivait était complètement, pratiquement le double d'un produit équivalent, donc ce qui veut dire qu'il était quasiment invendable. On pouvait faire de l'image, mais dans ce cas-là, c'était vraiment de la communication, et le but, c'est pas de faire de la communication, c'est de faire avancer les choses. Donc ce produit, on l'a abandonné, et aujourd'hui, on avance petit pas par petit pas en intégrant autant que le marché peut accepter des améliorations. Alors il y a une partie des améliorations qui sont demandées par le marché, qui deviennent une condition nécessaire et où on ne l'a pas assez rédhibitoire à rentrer sur le marché. Néanmoins, lorsqu'on veut aller un peu plus loin, et que le prix commence à être vraiment sensiblement supérieur de l'ordre de 15-20% au-dessus d'un produit équivalent, le volume diminue largement, et dans ce cas-là, on est obligé de faire des arbitrages et d'avancer un petit peu par petits pas pour garder le cap. Et ça, il faut garder ce cap-là. Et ça, c'est important aussi, effectivement, d'avoir quelqu'un qui garde le cap au sein de l'entreprise, donc le président qui garde ce cap-là, parce qu'on pourrait être tenté de dire, notamment dans la période actuelle où on sent avec l'inflation que la demande pour des produits moins chers est beaucoup plus forte, d'aller vers des produits moins chers, moins écologiques. Mais voilà, donc nous, on garde ce cap-là. Mais c'est un enjeu, effectivement, de concilier tout ça et d'arriver à garder des prix qui soient acceptés par le marché. Parce qu'au-delà de la rentabilité pour les actionnaires, la rentabilité qu'on dégage, c'est aussi une rentabilité qui nous permet d'investir dans la R&D, d'investir dans de la recherche, et donc de faire avancer aussi des produits plus écologiques ou des stratégies RSE qu'on peut mettre en place. Merci Cyril. On va terminer par toi Maxime. En conclusion, est-ce que tu peux nous donner peut-être ta vision d'un sport plus durable et quel challenge on doit résoudre peut-être en premier? C'est quoi ta stratégie? C'est quoi ta recommandation pour les acteurs qui nous regardent et ceux qui sont là aujourd'hui? Modestement, quoi. Bon courage. C'est pas toujours simple de concilier cette partie économique et cette partie environnementale. Je vous donne un exemple très précis sur les JO que j'ai vu très récemment, où on coordonne la partie, je vous ai dit, la partie RSE, je m'occupe de la partie carbone, et on me demande quand même un niveau de collecte de données pour les gens qui font de la mesure. Certains, ça leur parlera. On me demande même la taille de mes pièces jointes dans mes mails qui concernent les JO. Un peu pushy, quoi. Et en parallèle, dans l'appel d'offres, nous, on s'est engagé à trouver que des prestats locaux. C'est-à-dire que tous les prestats pour l'habillage des salons VIP, par exemple, les tables, les chaises, les canapes, tout ça, ça vient de moins de 50 bornes de Marseille. Et puis 6 mois plus tard, on nous dit, par contre, en fait, c'est pas avec eux que vous allez travailler. Ah bon? Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a tel ou tel fournisseur, partenaire officiel, qui a récupéré le marché, parce que évidemment, ils participent à l'effort des jeux, et donc ils ont un droit de préemption sur ces marchés. Et donc là, moi, on vient m'embêter, le mot est faible, sur les pièces jointes de mes mails, alors qu'on va me faire venir des produits d'Angleterre et d'Allemagne, alors que tout était à moins de 50 bornes de Marseille. Donc parfois, il faut accepter ça dans la RSE, qu'on doit avancer à petits pas. Si je devais refaire sortir quelques mots-clés, c'est évidemment l'anticipation et le fait de s'engager en amont, le pilotage et la gouvernance, parce que je vous l'ai dit comme exemple avec la Coupe du Monde de rugby, c'est pas insurmontable, ça ne demande pas des compétences de génie, j'ai rien de plus que toutes les personnes dans la salle ici, c'est de la gestion de projet, et évidemment ça commence avec l'acte d'achat, tout commence avec les achats, et puis évidemment de la coordination transverse, la gestion de la phase opérationnelle et puis les bilans. Et surtout, ça a été répété par mes 3 camarades ici sur ce panel, la clé, c'est l'engagement des parties prenantes. J'ai la chance de faire beaucoup de modules de formation, que ce soit en école de commerce ces dernières années ou là en ce moment pour un projet européen pour accompagner des villes pour faire des événements plus éco-responsables. Et je leur prends souvent l'exemple de la Formule AI, qui est un assez chouette exemple. C'est eux qui sont engagés le plus fort pour réduire leurs émissions de carbone d'ici 2030, quasiment de 50%. Si les gens essayent de réduire, ils réalisent très bien ce que ça fait 50% en 10 ans. Et c'est des gens qui ne maîtrisent que 3 à 4% de leur empreinte carbone pure et dure. C'est pour les gens qui connaissent un peu leur scope 1 et 2. Ce qu'ils maîtrisent, eux, c'est 3-4%. C'est-à-dire que 96% de leur empreinte, c'est le scope 3, c'est toute leur partie prenante, toute la filière en amont et en aval. Et ils ont mis en place un système d'accréditation environnementale qui concerne autant les équipes, c'est-à-dire qu'en gros, les équipes Alpine, Ferrari, Mercedes, que vous voulez participer à la Formule AI, vous êtes obligé de rentrer dans un process de certification environnementale. Et si vous ne le faites pas, dans 2 ans, vous n'êtes plus sur le circuit. Idem avec tous les prestataires, vous devez rentrer dans un process d'accréditation environnementale,
Sinon, vous ne pouvez pas participer aux appels d'offres et vous ne pouvez pas travailler avec nous. Et c'est uniquement en engageant les parties prenantes en amont et en aval qu'on est capable d'arriver à des résultats significatifs. Bravo et merci, vous pouvez les applaudir. Merci à tous pour cette très belle conférence. Merci.